tous les regards sont toujours tournés vers l'Italie. Après la Grèce, c'est elle qui focalise toutes les attentions. Comment le gouvernement italien va-t-il pouvoir atteindre ses objectifs budgétaires quand Silvio Berlusconi va-t-il démissionner? Qui va le remplacer? Et comment le pays va-t-il faire face pour rembourser sa dette alors que les bourses et les marchés sont assez volatiles pour le moment? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons poser à nos invités. Mario Tello, professeur de sciences politiques à l'ULB, vice-président de l'Institut d'études européennes, et Michel Huyssen, professeur à la VUB, maître de conférence à l'ULB, professeur en sciences politiques au Vesalius Collège à Bruxelles. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. On va commencer avec vous, monsieur Tello, peut-être. Est-ce que ça a été une surprise, ce fameux vote de confiance où Silvio Berlusconi a perdu sa majorité? Vous, est-ce que vous avez été surpris C'était un vote attendu. C'est pas un vote de confiance, ce qui affaiblit l'opposition, mais c'est un vote qui porte sur le budget de l'État et le budget qui a été approuvé l'année dernière et qui doit être approuvé en forme consultive. Venons au point. Tout le monde s'attendait à ça, parce que c'était à quelques voix près depuis déjà un an. Et pendant la dernière année, 5 oppositions se sont manifestées, une après l'autre, ce qui rendait ce rendez-vous inévitable, et l'annonce des démissions aussi. L'opposition des grandes organisations sociales et politiques, l'opposition des entrepreneurs. Alors que Berlusconi est un entrepreneur, l'organisation des entrepreneurs est nettement opposée à l'actuel gouvernement. Troisièmement, l'Église catholique a pris des distances en raison que vous connaissez, c'est pas nécessaire d'entrer dans les détails de Bunga Bunga, etc. Quatrièmement, et ça c'est très important, il y a une sorte de parti international, entre guillemets, les journaux, l'opinion publique, les grands leaders internationaux, et qui portent l'attention sur l'Italie qui ne parviennent pas à mettre en œuvre ce qu'elle annonce, et le gouvernement Berlusconi qui est totalement décrédibilisé au niveau politique international. Donc on s'attendait à ce rendez-vous dramatique. Mais l'Italie n'est pas la Grèce. Donc l'impact de cette crise risque d'avoir des répercussions au niveau mondial. Je rentre de la Chine, on ne parle que de cela. Aux États-Unis, moins 4 à la bourse de New York hier. Donc c'est vraiment dramatique. Les bourses sont volatiles. Un coup elles descendent, un coup elles montent, elles jouent au yo-yo. Michel Huyssen, Christine Lagarde a mis l'Italie en garde, c'est le cas de le dire, la semaine dernière lors du G20 en disant les gouvernants italiens ne sont plus crédibles. Est-ce que c'est votre opinion aussi ? En effet, il me semble bel et bien que depuis belle lurette, il y avait ce problème-là de crédibilité internationale. Et je pense que dans ce sens-là, ce que a dit Madame Lagarde est tout à fait correct. La crédibilité, surtout internationale, a décliné très vite, surtout les derniers mois. Et en Italie aussi, on remarque quand même une grande scepticisme croissant vers le gouvernement qui a perdu beaucoup de ses plumes les dernières semaines. Une situation qu'on peut qualifier de dramatique. On sait que l'Italie, pour le moment, ne peut pas, Monsieur Tello, emprunter à des taux normaux. Elle emprunte à des taux exorbitants pour le moment. C'est ça qui rend dramatique la situation, mais vraiment dramatique, dans le sens qu'emprunter à 7,5 signifie que tout ce que est le résultat des économies faites pendant la dernière année sera dévolué pour le payer le service de la dette. Donc il n'y a pas de ressources pour relancer l'économie, qui est la seule façon pour rembourser la dette à long terme. Et donc, c'est une situation vraiment dramatique. Et de ce point de vue, si vous me permettez une remarque, je dirais que la volatilité des bourses, encore les 2 derniers jours, s'explique par l'incertitude qui a suivi l'annonce des démissions. La démission n'est pas encore là. Et il y a une preuve de force en cours entre le président de la République et plusieurs forces derrière lui et M. Berlusconi. On va parler du cas Berlusconi dans quelques instants, mais je voudrais encore poser une question à vous, M. Huyssen. Il y a eu la Grèce, il y a l'Italie maintenant. À qui le tour en Europe ? Bon, il y a des candidats, en tout cas. L'Espagne et le Portugal ne sont pas encore sortis des problèmes. La Belgique, on se situe où ?
La Belgique est quand même plutôt liée à l'économie allemande. Dans ce sens-là, j'imagine qu'elle a encore quelques chances de s'en sortir mieux que les autres pays. Espérons-le pour nous, mais j'espère bien sûr que les autres pays aussi auront la possibilité de s'en sortir le plus tôt possible. On va voir tout de suite une première question d'un téléspectateur, celle de Baudouin, un téléspectateur de Bruxelles. Voici ce qu'il nous envoie par Internet. Cette annonce de démission pourrait-elle ne pas être suivie dans les faits? Entre ce que dit Silvio Berlusconi et ce qu'il fait, il y a de la marge. Mario Tello, vous partagez l'analyse de ce téléspectateur? Je parlais d'une incertitude qui reste. Il y a une preuve de force. Le président de la République a lancé la candidature de M. Monti, ancien commissaire européen. Berlusconi dit qu'il soutient Mario Monti. Nous sommes dans le cadre de manœuvre. Donc on verra bien quelle est la majorité politique que M. Monti parviendra à réunir lundi prochain. Donc les 5 prochains jours sont décisifs. On aura le président de la République a demandé les démissions pour dimanche, lundi maximum, et il s'apprête à nommer le successeur. Il a dit qu'il allait démissionner. Est-ce que vous pensez qu'il est capable de ne pas démissionner? Là, je trouve le titre le plus correct, celui du New York Times, International Tribune, qui dit Berlusconi sets conditions to quit. Quelle est la condition essentielle? Il dit d'abord, je vais faire passer mon plan de relance d'ici samedi prochain. Et ça, c'est pas gagné. Non, il peut parvenir parce que l'opposition, pour qu'il démissionne, est prête à voter contre, mais ne pas faire d'obstructionnisme parlementaire. Donc, ça passera comme une lettre à la poste. Donc, ça sera approuvé. Michel Huyssen, pensez qu'il est encore capable, Silvio Berlusconi, de ne pas démissionner? Il voudrait bien, selon moi, mais je pense que la situation est vraiment un peu trop dramatique et qu'il y a trop de défections dans son propre camp pour réussir à tenir le coup. On va voir un autre commentaire par Internet, celui de Claude de Flobecq. Voici ce qu'il nous envoie. Peut-on qualifier Berlusconi de dictateur dont la richesse et l'influence extra-politique ont paralysé ses adversaires jusqu'à ce jour? Ou n'y avait-il vraiment aucune personne capable de lui tenir la dragée haute et le faire vaciller auparavant? Michel Huyssen. Dictateur, c'est toujours un mot très fort, mais c'était certainement quelqu'un qui avait très peu de respect pour les règles démocratiques et essayait de s'en débarrasser le plus possible. Et en effet, il a très largement abusé de son pouvoir économique et on a en effet l'impression que l'opposition a toujours manqué d'une vraie stratégie ou d'une vraie volonté de contrer ce pouvoir. Mario Tello, comment expliquer qu'un homme comme Silvio Berlusconi est resté 8 ans, je crois, à la tête de l'Italie? Sa carrière commence il y a 17 ans, en 1994, sa carrière politique, et il a gagné 3 fois les élections, donc élections démocratiques. Donc il faut respecter la volonté des électeurs. Oui. Bien sûr, en 1994, en 2001 et en 2008. 3 fois il a gagné, 2 fois il a perdu contre Romano Prodi, mais il est sur le terrain depuis 17 ans. Donc, il occupe le terrain d'une manière visible. Il a été 2 fois à l'opposition. Mais il faut rappeler que la majorité des politologues sont d'accord pour dire que quand même reste un héritage de Berlusconi, un élément de modernisation à l'italienne. C'est une forme d'alternance politique entre droite et gauche. C'était pas l'habitude en Italie. L'Italie avait un système politique proche de la Belgique, consociation au centre, et dans la Première République. La Deuxième République, c'est une république de l'opposition entre centre-droite et centre-gauche, modèle britannique. Hein. Mais Berlusconi aurait aimé être Madame Thatcher, et il n'a pas été. Et il aurait peut-être aimé d'être un nouveau César pour l'Italie. Il se retrouve à être plutôt un héron. Michel Huyssen, certains téléspectateurs nous ont dit que l'opposition n'était pas assez forte et que l'opposition avait passé son temps à chercher des failles dans la conduite privée de Berlusconi plutôt que dans sa manière de conduire l'État. Est-ce que vous partagez cette analyse-là? Je pense qu'ils n'ont pas eu tort de parler aussi de sa conduite privée, parce qu'il s'agit en effet de quelque chose de très politique. Il fallait le faire, en parler. Mais il est vrai, par contre, qu'il y a eu plusieurs moments où ils auraient pu agir plus fortement contre le pouvoir exorbitant de Berlusconi. Même quand ils avaient la majorité, ils n'ont pas vraiment pris des mesures qui auraient
peut être prise, par exemple, contre les monopoles de télévision privée, par exemple. On nous dit aussi que l'opposition va devoir composer maintenant, Monsieur Tello, avec la puissance des syndicats. Oui, certainement. Ce n'est pas le problème principal, même si l'opposition est en condition peut-être de lancer des mesures d'austérité tout en négociant des contreparties avec le mouvement syndical. Mais ça reste à voir. Mais il n'y a pas de possibilité d'un gouvernement de centre-gauche. Ils n'ont pas la majorité parlementaire. Donc le gouvernement éventuel post-Berlusconi ne sera pas un gouvernement de centre-gauche. On a parlé des syndicats, on peut parler de l'influence de la mafia aussi. Dans le sud, en 4 régions du sud d'Italie, la mafia joue un rôle politique dans le sens qu'elle négocie. En Calabre, Pouilly et à Naples. Et donc, plusieurs familles de la mafia, malheureusement, contrôlent le territoire. Il y a une criminalité organisée inhabituelle en Europe. Ça, c'est certainement une anomalie italienne. Il faut avouer que le ministre des Affaires intérieures de Berlusconi, Maroni, a obtenu des résultats contre la mafia. Donc, on ne peut pas mettre tout dans le même pot. Je trouve quand même que, globalement, le bilan, malgré la modernisation que j'ai évoquée au niveau du système politique, n'est pas positif. Une autre question, celle de Luigi de Grasologne. Est-ce que des élections seront organisées ou le gouvernement sera-t-il juste remanié avec un nouveau Premier ministre? Michel Huyssen, remanié, un pronostic? Il s'agit quand même d'une nouvelle coalition, donc il s'agit de plus que cela, parce que Berlusconi propose un remaniement, mais selon moi, il ne réussira pas à faire passer cela. Donc, il s'agit quand même d'un changement de gouvernement. J'imagine bien que si M. Monti deviendrait en effet Premier ministre, qu'il aura une période de grâce pour quelques mois au moins, et puis on verra, selon moi. Par rapport à M. Monti, la Ligue du Nord, M. Tello vient de déclarer il y a quelques minutes qu'elle ne soutiendrait pas cet ancien commissaire européen. Oui, la Ligue du Nord a saisi l'occasion pour refaire une virginité et récupérer un rapport avec son électorat qui est très déçu par la politique gouvernementale de la Ligue du Nord. Donc, certainement, là, on voit bien l'intérêt de la Ligue. Je suis d'accord que M. Monti, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va obtenir. Sa personnalité est extraordinaire. C'est un homme non seulement honnête, mais très compétent. Je me souviens que pendant 10 ans, comme commissaire à Bruxelles, il était l'acteur principal de la politique de la concurrence. Et donc, il a pris l'initiative dans l'affaire Microsoft. C'est lui qui a succédé à Carol Van Miert? Oui, l'amende colossale contre Bill Gates. C'est lui. Donc, c'est un homme de courage. C'est un homme honnête. On saura probablement samedi ou dimanche ce qu'il en est. Je suis obligée de vous interrompre. L'émission se termine. Merci, messieurs, d'avoir répondu à nos questions. Demain, le programme